Je vous en prie, asseyez-vous. Ou bien je vais croire que vous êtes fâché. J'apprécie nos petites conversations. La plupart des gens que je rencontre ne sont pas aussi subtils que vous. Vous avez étudié le droit, je crois. Votre compréhension de l'esprit du criminel est excellente, bien supérieure à la mienne. Moi, je ne fais que suivre mon instinct. Je barbote, je patauge, je joue les bouffons. Et comment dire, j'attends le bon moment. Je laisse la conscience du criminel faire son travail. Je suis comme une bougie et le criminel est le papillon qui vient danser autour de la flamme et qui est mort d'inquiétude parce que je ne fais rien. Jusqu'au jour où il vole, trop près de moi. Si près qu'il va directement dans ma bouche et hop, je le gobe et l'avale tout cru. Comme ça. Pop, ha. Bonjour à tous. Cette vidéo est un extrait d'une de mes dernières conférences intitulée Crime et châtiment, de Dostoïevski à Colombo. Dans cette conférence, il est bien sûr question du célèbre roman de Dostoïevski, mais surtout de la manière dont ce roman a, au fil du temps, imprégné non seulement l'univers du polar, mais aussi, plus discrètement, celui de la culture populaire, jusqu'à inspirer l'un des personnages de fiction les plus connus du petit écran, j'ai nommé le lieutenant Colombo. Alors comment cela est-il possible? Comment cela est-il arrivé? Eh bien, c'est exactement ce que cette conférence vous propose de découvrir. Alors, aiguisez vos haches, allumez vos cigares, et c'est parti! Nous connaissons tous des œuvres littéraires qui ont marqué l'histoire, de par leur portée universelle, leur style grandiose, et des personnages dont certains sont passés à la postérité. Mais il y a aussi parmi les grandes œuvres littéraires des personnages moins connus du grand public qui, pour passer à la postérité, ont eu besoin d'un petit coup de pouce. Un coup de pouce qui s'appelle le pouvoir de l'image et de l'incarnation. Les tendances de nos civilisations à l'iconophilie et à l'art du théâtre seront au fondement de l'histoire artistique de nos sociétés, successivement gréco-romaines et judéo-chrétiennes. On pense bien sûr à la statuaire ou au théâtre grec, ou à la très riche iconographie chrétienne. Mais même à l'époque moderne, les romans n'échapperont pas à cette irrésistible association du verbe, de l'image et du corps. Le roman Paul et Virginie, publié en 1788 et considéré comme le premier best-seller de la littérature française, sera aussi l'un des premiers romans à donner lieu à une vaste diffusion d'images, de gravures, de dessins, de sculptures, mais aussi de bibelots, d'horloges, chandeliers, assiettes, etc. On parlerait aujourd'hui de produits dérivés. Et cela contribuera grandement au succès populaire du roman de Bernardin de Saint-Pierre. Peu de temps après sa parution, le roman sera même adapté 2 fois en opéra lyrique en l'espace de 3 ans, en 1791 et 1794, c'est-à-dire en pleine Révolution française. Puis un beau jour, arriva le cinématographe. Et dès ses débuts, le cinéma, comme avant lui le théâtre ou l'opéra, ne va pas hésiter à puiser ses inspirations dans la littérature. En 1902, Georges Méliès empruntait déjà à l'univers de Jules Verne pour son fameux Voyage dans la Lune, premier chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma. À titre d'exemple, la première adaptation des Misérables date de 1906. Quant à celle de Crime et châtiment, elle date de 1923, dans un film de Robert Wiene, avec Grégory Kmara dans le rôle de Raskolnikov, dans un décor inspiré du surréalisme allemand. Après des débuts confidentiels, le cinéma va très vite devenir, au début du XXe siècle, un divertissement populaire. Si les noms de Pierre Souvestre et Marcel Alain ne parlent plus trop au grand public, celui de leur personnage, Fantomas, créé en 1911, est devenu, grâce au cinéma, une figure mondialement connue. Mais beaucoup l'ont oublié, Fantomas était à l'origine l'un des romans feuilletons les plus populaires en France au début du XXe siècle. Sa première adaptation au cinéma par Louis Feuillade date de 1913, soit 2 ans à peine après la sortie du livre. Ce film fera date dans l'histoire car il marque le mouvement d'émancipation qu'opère le cinéma au tournant du XXe siècle, subtilisant au théâtre et à la littérature leur monopole d'art populaire. C'est en effet en s'emparant et en sublimant le langage littéraire et théâtral que le cinéma s'affirmera en tant que spectacle de masse. Aujourd'hui, pour le grand public, Fantomas est plus un personnage de cinéma qu'un personnage de littérature.
Et on pourrait multiplier les exemples à loisir. On pourrait se demander ce qu'aurait été la postérité d'un personnage tel que James Bond, Bond. James Bond. si ces messieurs Albert Broccoli et Harry Saltzman n'en avaient pas acquis les droits d'adaptation auprès de son créateur, un ancien officier du renseignement naval britannique. J'ai nommé ce très cher Ian Fleming, que l'on voit ici sur cette photo entouré de Saltzman, Broccoli et Sean Connery. Une image qui illustre parfaitement la filiation et l'interpénétration de la littérature et de l'industrie cinématographique. Mais il n'y a pas que le cinéma qui puisera ses inspirations dans la littérature. Au milieu du XXe siècle, s'immisce dans nos chers foyers la télévision. Avec le concours officiel du ministre des Postes, M. Mandel, la radiovision a quitté le domaine du laboratoire. Et à une époque comme la nôtre, noyée sous une offre diluvienne de séries en tout genre, on en oublierait presque les classiques. C'est pourquoi je vous propose de revenir sur les origines de l'un des personnages les plus connus de l'histoire de la télévision, Colombo. Des origines qui, vous le verrez, ne sont pas étrangères à la littérature et en particulier à Crime et Châtiment. Qui aurait pensé ça il y a seulement 1 minute? J'ai dit que Crime et Châtiment avait influencé le polar, et j'y reviendrai. Mais il est important de préciser que ce roman n'est pas à proprement parler un roman policier. On classerait plus volontiers Crime et Châtiment parmi les romans philosophiques ou les romans noirs. C'eût été un film, on l'aurait qualifié de thriller psychologique. Mais ce n'est pas littéralement un polar, bien qu'une partie du récit porte en effet sur une enquête policière et qu'il est question de résoudre une affaire de meurtre. Mais dans Crime et Châtiment, l'enquête se déroule, si je puis dire, dans les coulisses, le lecteur étant invité à suivre non pas le déroulement de l'investigation, mais plutôt l'itinéraire de l'assassin, de la préparation de son crime à son exécution jusqu'au développement de sa stratégie pour échapper à la justice. Et ce que ne sait pas Dostoïevski au moment où il rédige son roman, c'est que ce parti pris de faire reposer l'intrigue sur l'assassin plutôt que sur l'enquête visant à le confondre deviendra, au début du XXe siècle, un modèle narratif très prisé des auteurs de polar. C'est ce qu'on appellera l'Inverted Detective Story, ou, en bon français, la méthode d'investigation inversée. Un modèle narratif qui se veut l'opposé du fameux « Who done it ?», contraction de la question anglaise « Who has done it ?», que l'on peut traduire par « Qui a fait ça ?». Pour autant, la paternité de la méthode d'investigation inversée n'est pas du tout attribuée à Dostoïevski. Elle est attribuée à celui qui va la théoriser, à savoir l'écrivain anglais Richard Austin Freeman, qui, le premier, va formuler les principes de cette structure narrative. Il écrit « Le lecteur avait vu le crime commis, savait tout sur le criminel et était en possession de tous les éléments. Il aurait semblé qu'il n'y aurait plus rien à dire, mais j'ai calculé que le lecteur serait tellement occupé par le crime qu'il en oublierait les preuves. Et donc l'idée m'est venue. La deuxième partie qui devait décrire l'enquête sur le crime avait pour la plupart des lecteurs l'effet d'une nouvelle matière. » Pourtant, Freeman ne fait aucunement référence à Dostoïevski ni à Crime et Châtiment, du moins pas à ma connaissance. Alors, qu'en est-il du polar à l'heure où Crime et Châtiment est rédigé ? Dès la fin du XVIIIe siècle, on remarque un engouement du public pour les affaires criminelles ou les faits divers qu'on retrouve publiés sous forme de feuilletons ou de témoignages. Cet engouement ne fera que de se développer au début du XIXe siècle. On peut citer par exemple Alexandre Dumas et ses crimes célèbres, Eugène Sue et ses mystères de Paris, et bien sûr Balzac, écrivain français préféré de Dostoïevski, est l'un des premiers romanciers à faire d'un policier le personnage principal de ses romans avec le célèbre Vautrin de la comédie humaine. On remarque aussi un engouement pour les mémoires d'anciens bagnards, comme celle de François Vidocq, que connaissait bien Balzac et qui lui aurait même inspiré le personnage de Vautrin. On s'accorde tout de même à citer Edgar Allan Poe et son Double assassinat rue Morgue, publié en 1841, comme le premier roman qui inaugura l'enquête policière romanesque telle qu'elle sera définie des décennies plus tard. Poe met à l'honneur dans ses romans policiers la déduction, la psychologie, la logique scientifique, la posture de l'investigateur pragmatique, le crime dans la chambre close, ou encore le point de vue dit du narrateur témoin qui annonce le duo Holmes-Watson. C'est cela, Watson. Bravo, mon vieux. Poe a en quelque sorte créé la formule originelle du roman policier,
formule qui influencera tant d'autres auteurs par la suite, comme le français Émile Gaboriau, le père du polar français, dont on sait que Dostoïevski était lecteur, et plus tard, le docteur Arthur Conan Doyle, qui va beaucoup s'inspirer du Dupin de Poe pour son personnage mythique Sherlock Holmes. Il s'agissait donc des 10 premières minutes de ma conférence Crime et Châtiment de Dostoïevski à Colombo. Si cette conférence vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux ou via mon site internet bastienloukiaartiste.fr.